France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. L'auteur du Cri, le peintre norvégien Edvard Munch, s'expose en ce moment au musée d'Orsay jusqu'au 22 janvier. On en parle avec le plus connu des écrivains venus d'Oslo, Karl Ove Knausgaard, invité ce vendredi de notre entretien avec la commissaire d'exposition Estelle Béguet. Après le journal, on ouvre les portes de notre club de lecture spéciale jeunesse à l'occasion du Salon du Livre de Montreuil. Les écrivains stars Suzy Morgenstern et Anne Goscinny, elles remettent à l'honneur un classique de la littérature jeunesse, La Comtesse de Ségur. Et vous, avez-vous aimé partager les malheurs de Sophie ? #Book Club Culture, on attend vos avis. Une émission programmée par Henri Leblanc, préparée par Didier Pinault et Laura Dutèche-Pérez. Thomas Beau est aujourd'hui à la réalisation. Co-commissaire avec Claire Bernardi de l'exposition Edvard Munch, un poème d'amour et de mort qui a lieu en ce moment au musée d'Orsay à Paris. Estelle Béguet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Écrivain norvégien installé à Londres, vous êtes l'auteur d'une longue et puissante autobiographie Mon combat, parue en 6 volumes en France aux éditions de Noël, suivi d'un quatuor des saisons. Mais votre dernier ouvrage est consacré à l'art d'Edvard Munch, Tant de désir pour si peu d'espace, traduit par Hélène Hervieux. Bonjour, Karl Ove Knausgaard. Hello. Hello, welcome. Et bonjour à votre voix française, Michel Slotowski. Bonjour. Bonjour Michel. Munch est né en 1865, tout juste un siècle avant vous, Karl Ove Knausgaard. Mort en 1944 à Oslo, il n'y a pas si longtemps en fait. Pour vous, Munch reste l'un de nos contemporains, Karl Ove Knausgaard? Yeah, I think very much so, actually. Oui, il l'est, et beaucoup, je pense. Une des raisons pour laquelle je voulais écrire ce livre, c'était tout d'abord, je voulais savoir pourquoi, moi, je le trouve tellement pertinent. Qu'est-ce qui fait chez lui qui m'attire tellement? Et la deuxième chose que je voulais découvrir, c'est à quel point il est pertinent pour la culture d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de photographes, de réalisateurs, des peintres, et pour qui il est important, et me rendre compte où est-il aujourd'hui dans la culture d'aujourd'hui. Et effectivement, vous racontez dans ce livre votre rencontre quand même avec Munch. Vous racontez que vous êtes un simple amateur d'art à l'origine et qu'il est souvent dans ces cas impossible de dire pourquoi une œuvre va vous toucher, va vous transpercer. Ni d'ailleurs pourquoi vous avez été touché par ce tableau de Munch de 1915 qui représente, attention, un champ de choux. Et pourtant, la rencontre s'est faite à ce moment-là. Que s'est-il passé en vous, Karl Ove Knausgaard ? Yeah, but that's the excuse me. That's the mystery of painting. C'est le mystère de la peinture. You know, that specific painting of a cabbage field, it's en fait, ce tableau d'un champ de choux, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est du vert, du jaune, et un paysage très simple qui est représenté, et un ciel nocturne. Mais quand je l'ai vu, ça éveillait tellement d'émotions, tellement de sentiments, et ça continue de le faire. Donc chaque fois que je le regarde, ça m'en donne plus. Et ça, c'est le mystère de la peinture. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ce paysage qui peut en faire autant? Eh bien, c'est de cela que parle le livre. C'est le point de départ du livre. Qu'est-ce que c'est? Et il y a tellement d'éléments qui sont en jeu ici. Mais bon, ça c'est la question fondamentale. Qu'est-ce que la peinture? Et à quoi ça sert? Et vous tentez d'y répondre à travers l'exemple de ce peintre norvégien, de son itinéraire et de ses œuvres. Estelle Béguet, alors on sait que le musée d'Orsay a plus largement une programmation qui se consacre aux grandes figures qui ont tracé la voie de la modernité, pas qu'en France, à l'étranger aussi. Munch, c'est un cas particulier. Il fait partie de ces peintres qui ont fait une œuvre iconique, à savoir le Cri.
et qui ont du mal à exister derrière ce tableau qui est si connu partout dans le monde. Alors au fond, qui était pour vous derrière le cri, cet Edvard Munch dont vous nous parlez, dont vous présentez les œuvres en ce moment au musée d'Orsay? Alors effectivement, comme vous le dites justement, Munch, il est complètement éclipsé d'une certaine façon derrière cette œuvre absolument iconique, le cri. En réalité, l'idée que l'on voulait proposer aux visiteurs de l'exposition, c'était de montrer toute l'ampleur de son œuvre. On ne connaît évidemment que cette œuvre-ci, mais il y a énormément d'autres choses à découvrir. Munch, déjà, il faut s'en souvenir, c'est un artiste qui vit pendant très longtemps. Il va vivre à peu près 80 ans. Et sur ces 80 ans de vie, il va peindre et créer, peindre et faire notamment beaucoup de gravures pendant très longtemps, pendant plus de 60 ans. C'est donc véritablement une très longue carrière et une très riche carrière. Il va traverser énormément de styles différents. Il va peindre énormément de motifs différents, mais toujours avec un univers et un discours extrêmement cohérent. Et c'est vraiment toute cette ampleur qu'on essaye de rendre dans l'exposition. Voilà, et Karl Ove Knausgaard, dans son livre, qui arrive en appui de cette exposition, parce qu'au fond, ce temps de désir pour si peu d'espace, sous-titré L'art d'Edvard Munch, c'est une biographie du peintre norvégien, éminemment subjective, mais une biographie quand même qui tisse et dresse des ponts avec tous les arts aujourd'hui. Alors il peint son premier tableau, reconnu, répertorié à 16 ans. Munch, c'est une rue bordée de maisons en bois, un jour de printemps. Est-ce qu'on arrive à comprendre d'où lui vient ce désir de peindre, Estelle Béguet? Alors, ça part tout simplement de son enfance. En fait, l'enfance et la vie de Munch est émaillée d'une série de drames. Et notamment, le premier d'entre eux, il perd sa mère lorsqu'il a 5 ans. Sa mère décède de la tuberculose et laisse derrière elle 5 enfants extrêmement jeunes. Et à ce moment-là, c'est sa tante maternelle qui vient élever la fratrie. Elle-même est peintre amateur, elle peint et elle dessine beaucoup pour ses loisirs, et c'est elle qui, la première, va transmettre les rudiments, les premiers éléments techniques de la peinture à Munch, avec évidemment plus tard le succès que l'on sait. Mais ce qu'il faut se dire, ce qui est assez particulier chez cet artiste, c'est qu'il va être véritablement très largement autodidacte. Il ne va jamais suivre de réel cursus académique en fait de la peinture. Il va se former auprès de sa tante et ensuite directement auprès de ses pairs, auprès des artistes, ses contemporains. Et l'autre drame, l'autre traumatisme, c'est la perte de sa sœur Sophie. Absolument, oui. Qui va beaucoup le marquer et visiblement aussi le hanter durant toute sa vie et dans ses tableaux également. Karl Ove Knausgaard, vous racontez, comme à l'instant Estelle Béguet, qu'il y a plusieurs phases dans la vie du peintre, mais c'est surtout dans les années 1890 qu'il commence à peindre des scènes de sa propre vie, au plus près de ses expériences vécues. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est aussi un peintre de l'exploration de l'âme humaine et un peintre de la solitude, diriez-vous? Yeah. Oui, je pense qu'il y a un tournant dans sa vie en tant que peintre. Et je pense qu'il avait 21 ans. Et en fait, il n'a pas fait... Il a fait une petite école de beaux-arts, mais pas une grande école. C'était une école qui lui a enseigné la tradition romantique qui prévalait en Norvège à l'époque. Et il s'est mis à peindre le lit mortuaire de sa sœur, et c'était quelqu'un qui était très proche de lui, c'était un traumatisme pour lui, un drame. Il a passé 1 an à essayer de recréer l'image. Il y a eu il y avait une chose, si vous voulez, il y avait une confrontation entre ce qu'il voulait dire et ce qu'il voyait devant lui. Et il essayait en fait comment dire, de faire apparaître cette image. C'était une lutte très très dure, très difficile. Il a échoué, mais la peinture qu'il a réalisée, c'était vraiment une bataille contre la mémoire, contre l'intensité émotionnelle, mais il a réussi. Et c'est sa première œuvre. On en a beaucoup ri à Oslo à l'époque, parce que c'était pas dans l'air du temps. Mais donc, et puis il a arrêté ce genre de style, et puis il a commencé à représenter ses mémoires de façon tout à fait, ses souvenirs de façon différente. Il ne peignait pas le monde tel qu'il l'observait, mais le monde tel qu'il était en lui.
Donc c'était très littéraire d'une certaine manière, mais aussi très dirigé vers ses émotions. C'était ça qui l'intéressait dans cette période-là, qui a culminé avec ce tableau. Et vous l'écrivez très joliment. La méthode de Munch a consisté non pas à peindre ce qu'il voyait, mais à se concentrer sur ce qu'il ressentait pendant qu'il voyait, de sorte que même une image de forêt enneigée et déserte était chargée de solitude et de nostalgie, mais il est finalement parvenu à un point où il s'est effacé et n'a investi de lui-même que son expérience et ses habitudes picturales, ce qui est une étape logique et compréhensible également. Vous racontez donc qu'après cette décennie 1890, une décennie plus tard, sa quête va évoluer encore et il va cette fois peindre pour voir aussi ce qui peut surgir de l'art. C'est sa manière de se sentir, dites-vous, en vie pour de vrai, Karl Ove Knausgaard. Il a vécu toute sa vie solitaire et les dernières 40 années ont été entièrement dédiées à la peinture. Il n'avait pas de famille, il n'avait pas d'emploi, enfin rémunéré, c'était tout ce qu'il faisait. Et il était entouré chez lui de tableaux et quand il peignait une forêt, c'était la forêt qui était en dehors de chez lui. Quand il peignait des autoportraits, c'était ce qu'il voyait dans le miroir. Et c'était plus tellement sur ses émotions intérieures, c'était sur ce qu'il observait. Et dans le livre, je le compare à Proust, parce qu'on sent que Marcel Proust vit dans son livre, dans ses œuvres, et Munch a vécu dans ses peintures, dans ses tableaux. Ce qu'on m'a demandé de faire pour une exposition de Munch à Oslo, c'était de décrire ce que je voyais, et eux ont hérité d'un millier de tableaux et d'incroyables gravures. Et je les regardais, j'ai vu cette exposition, et c'était comme un choc. C'était comme une frise. C'était comme si qu'on avait gelé tout ce qu'il y avait au moment de sa mort. Et tout ce qu'il y avait, c'était mis côte à côte. Et il y avait cet accrochage. Et en fait, il était tellement occupé par terminer les choses qu'il ne s'inquiétait pas de l'accrochage qu'il y avait chez lui, par exemple. Et c'était très intéressant, cette exposition, parce que Munch, c'était 3, 4, 5 tableaux iconiques, c'est ce que je savais de lui. Et là, soudain, on pouvait passer derrière ces tableaux iconiques et voir véritablement qui il était, et après revoir ces tableaux les plus célèbres d'une façon différente. Donc c'était une exposition extrêmement intéressante, et vraiment c'était une belle récompense. Et on retrouve une bonne partie de ces tableaux dans l'exposition en ce moment à voir au musée d'Orsay à Paris jusqu'au 22 janvier. Estelle Béguet, vous êtes co-commissaire de cette exposition avec Claire Bernardi, la toute nouvelle directrice de l'Orangerie à Paris. On peut parler de certains des tableaux comme Désespoir, puisqu'on parlait de Munch comme d'un peintre de l'exploration qui explore l'âme humaine. Désespoir, sous-titré Humeur malade au coucher de soleil, avec ses rouges, avec ses jaunes, avec ses bleus, et qu'il avait qualifié lui-même, ce tableau, de premier cri. On pourrait aussi citer Mélancolie, avec cet homme qui a son visage dans la paume de sa main et qui regarde au loin la mer, visiblement. Mais on pourrait parler, pour avancer un peu avec vous, Estelle Béguet, aussi de son rapport aux femmes, et à notamment ce que nous indique ce tableau que vous avez mis en couverture du catalogue de l'exposition, cette femme titrée le vampire. Le vampire. Le vampire. Ça dit peut-être déjà quelque chose, c'est une indication de son rapport aux femmes. Racontez-nous ce tableau et ce qu'il nous dit de sa relation avec les femmes. Alors ce tableau, comme souvent chez Munch, il en existe plusieurs versions. Il faut savoir que lorsqu'il peint la première et lorsqu'il l'expose pour la première fois, il intitule ce tableau « Amour et douleur ». Tout un programme aussi, vous me direz. Oui. Et c'est l'un de ses amis, un écrivain polonais, qui voit vraiment cette image de la femme fatale, de la femme vampire qui vient aspirer les forces vitales de l'homme plus qu'elle ne l'embrasse. Et à partir du moment où cet ami lui propose cette interprétation, Munch y adhère entièrement et ne va plus jamais exposer ces œuvres-là que sous le titre de vampire. Alors ça dit beaucoup évidemment sur toute l'ambivalence qu'il voit dans le sentiment amoureux, toujours en fait un sentiment mêlé aussi bien de passion, d'amour pur, mais aussi de danger, d'une certaine part de mystère, tout à fait inquiétante, et qui va être aussi tout à fait prédominant dans la façon dont il va représenter la femme.
Karl Ove Knausgaard, vous qui êtes aussi un grand peintre via votre écriture de la femme, de l'amour, de ce sentiment, est-ce que vous retrouvez dans ces tableaux de Munch cette ambivalence face au désir, face à la figure féminine aussi? Yeah, very much so. Ah oui, Maybe you could say beaucoup. it was Peut-être qu'on peut dire que ça faisait partie de l'ère du temps, cette décadence où la mort était partout, et particulièrement dans l'œuvre de Munch. Elle est là, à la fin des années 1910-20, cette relation entre la femme, le sexe et la mort. Ça a à voir avec sa vie personnelle, parce que les deux premières femmes de sa vie, c'était sa mère et sa sœur, auxquelles il était très attaché, et qui sont mortes très tôt. Donc sa relation aux femmes a été marquée par cela. Donc il avait peur de les perdre avant même d'être avec elles. Donc il ne se commet pas, il ne s'engage pas. Il a peur. Et donc, vous pouvez voir ce sentiment de perte dans les tableaux de femmes représentées. Il y a une relation extrêmement compliquée. Et donc, si vous voulez, le tableau iconique de cela, c'est le vampire. Mais il y a tellement d'autres choses qui sont en jeu dans cette œuvre. Et alors vous, quand vous êtes face à ce tableau, le vampire, avec cette femme quand même magnifique de ce qu'on voit apparaître d'elle et ses cheveux rouges feu, qu'est-ce que vous éprouvez? Qu'est-ce que vous ressentez? Karl? J'ai écrit tout un bouquin là-dessus, mais ce qui m'a passionné, c'est exactement cela, la simplicité du tableau, et qui peut être tout à fait complexe, totalement compliqué. Et quand on parle de mon écriture, c'est toujours ce que j'essaye de faire. C'est d'essayer de chercher la complexité. Il y a tellement de choses dans notre culture qui est exactement l'inverse. C'est de rendre le monde compréhensible et simple, alors que c'est le contraire. Et le rôle de l'art, c'est d'essayer de le décortiquer, d'aller vers les lieux difficiles. Et ce lieu-là est un endroit très difficile. Et l'image est extrêmement forte. Et c'est le monde. Et comment rendre cela possible? Voilà, et ce regard que vous portez sur l'œuvre aujourd'hui d'Edvard Munch est aussi une réflexion sur le rôle de l'art et de la culture. Vous restez avec nous, Karl Ove Knausgaard et Estelle Béguet. On poursuit notre discussion dans quelques instants pour leur France Culture. Il est 12h20. I was down when I woke up. He was there. I could touch his face. I was feeling so close, his presence, but he faded away in my memory. Drink your memory, swallow my wish. I wanna be drunk till tomorrow. Drink your memory, swallow my wish. I wanna be drunk till tomorrow. Drink your memory, swallow my wish. I wanna be drunk till tomorrow. Drink your memory. I wanna be drunk. I have no brain, saturated with smoke and despair. I would rather talk with the essence. I feel the I don't want to dream again. I'm his ghost. Drink your memory, swallow my
drunk. La Chica, française de Belleville, avec ce titre Drink. Elle sera en concert à Tigerie le 3 décembre. Et le 9, vous pourrez aller l'écouter à Saint-Rémy de Provence. Et vous écoutez Bienvenue au Club, l'émission, le magazine culturel de France Culture, avec nos invités aujourd'hui, l'écrivain norvégien Karl Ove Knausgaard et la commissaire de l'exposition, co-commissaire de l'exposition Edvard Munch, un poème d'amour et de mort, Estelle Béguet. Cette exposition que vous avez montée, pensée avec Claire Bernardi, au musée d'Orsay, aujourd'hui à Paris. On évoquait ce que la peinture de Munch nous dit aussi de la culture aujourd'hui, de la place de la culture et de l'art dans nos sociétés. Vous opérez, vous, Karl Ove Knausgaard, de nombreux rapprochements dans votre livre avec Anselm Kiefer, le peintre allemand, avec le photographe Stephen Gill, avec le peintre écossais Peter Doig et avec le français encore Gilles Deleuze. Gilles Deleuze qui écrivait dans La littérature et la vie: écrire n'est certainement pas imposer une forme d'expression à une matière vécue. Peindre non plus, Karl Ove Knausgaard? Non, je ne le pense pas. Toute créativité est au-delà de cela. Quand on commence quelque chose, il y a tellement d'attentes sur la façon de le faire. Et ça, c'est ce qui domine la vision du monde, ce qui est dans la culture, c'est basé sur la répétition, sur des habitudes. Et c'est une façon de voir et traiter le monde, mais ça se raidit ou ça raidit la vie. Et le rôle de l'art est de passer en dessous de cela, de découvrir des nouvelles façons, des nouvelles voies. Et on ne peut plus utiliser des formes existantes. Il y a une dynamique, il y a un mouvement. Il faut... Dans ce livre sur Francis Bacon, il parle de la peinture d'avant la peinture. Vous savez, la toile, elle n'est pas blanche, il y a déjà quelque chose sur la toile. Et donc il faut pouvoir y passer pour pouvoir peindre quelque chose. C'est pouvoir rentrer dans le moment de la peinture, le moment de l'écriture qui est ici et maintenant. Et c'est là, c'est dans le présent, c'est dans le temps présent. Et c'est ça qui est fondamental pour toutes les activités créatrices, quelles qu'elles soient. Et vous le comparez au Norvégien, j'espère que je vais bien prononcer, Knut Hamsun, l'auteur de la fin. Vous dites qu'il y a une sorte de radicalité qui était partagée entre le peintre et l'écrivain. Vous écrivez le réalisme et le naturalisme dans l'art pictural, qui était avant tout celui dont se réclamait Munch, n'était pas sans rappeler ceux de la littérature. Ce qui nous ramène au titre de votre livre aussi, tant de désir pour si peu d'espace. En quoi cette question de l'espace que vous retrouvez posée à la fois dans les livres de Knut Hamsun que dans les tableaux de Munch, en quoi cette question de l'espace est essentielle pour comprendre son œuvre, pour vous, Karl Ove Knausgaard? C'est la tradition ici dans laquelle il est né, et celle de Knut Hamsun aussi. La tradition réaliste, quand on regarde quelque chose de l'extérieur, il y a toujours un espace, il y a un lieu, il y a des gens qui sont là, et vous savez que ça va se poursuivre ensuite. Et fondamentalement, c'est ainsi qu'est le monde. Mais pour Munch, il a changé cet espace. Si vous regardez par exemple le cri, eh bien, c'est la nuit, c'est le personnage que l'on voit qui domine tout l'espace, et c'est maintenant et ici. Vous êtes dans la peinture quand vous y êtes, et c'est la même chose avec la prose de Hamsun. Sa première œuvre, c'est la fin. Et véritablement, c'est très fondamental. Il n'y a pas de personnage extraordinaire. C'est un personnage qui découvre le monde
seconde par seconde. C'est très très précis et c'est personnel. C'est la même chose avec Edvard Munch. Une des raisons pour laquelle Munch est tellement pertinent, c'est que nous vivons encore dans le même monde. Tout est aigu, acéré aujourd'hui. Si quelque chose se produit en ce moment, par exemple, si c'est une attaque terroriste à Paris, eh bien on en entend parler immédiatement à Londres ou ailleurs, et on le vit au moment où ça se produit. Il n'y a plus de distance en raison de la technologie qui a avancé. Et c'est pour ça que je suis tellement intéressé par Anselm Kiefer, parce qu'il nous offre exactement le contraire. Il nous offre un temps profond, et c'est exactement l'inverse. Il n'y a pas d'alacrité, si vous voulez, dans l'œuvre de Dürer et de Kiefer. Et c'est pour ça que c'est tellement important de voir et de découvrir d'autres façons et d'autres espaces, d'autres lieux. Mais je crois que le déni de l'espace chez Munch, et c'est ça son radicalisme, et c'était tellement nouveau, ici et ailleurs, mais surtout dans le cri. Voilà, et c'est parce que le numérique abolit aussi la distance que nous avons pu vous avoir avec nous, Karl Ove Knausgaard, aujourd'hui à l'occasion de la parution chez De Noël de Tant de désir pour si peu d'espace. Je vous donne rendez-vous demain au Musée d'Orsay à Paris pour une discussion que j'aurai le plaisir d'animer à 16h30 en public avec vous et avec le cinéaste Joachim Trier dans le cadre de l'exposition Munch que vous avez pensé. Estelle Béguet a précisé aussi que cette exposition, elle ne suit pas un parcours chronologique, mais elle respecte le principe de cycle qui était très important dans l'œuvre de Munch également, parce que tout au long de sa vie, il n'a pas cessé de reprendre des motifs. Il est revenu à l'enfant malade, aux jeunes filles sur le pont, à la jalousie. Et il existe même au moins 4 versions de son cri. Oui, absolument. C'est quelque chose de très particulier et de très permanent, en fait, dans la façon même de créer chez Munch. Il va inlassablement retravailler ses motifs, aussi bien en peinture d'ailleurs que même en gravure, à partir du moment où il va s'adonner à cette technique. Merci beaucoup à vous, merci. À suivre le Book Club des classiques jeunesse aujourd'hui, avec notamment la Comtesse de Ségur au cœur de notre discussion avec Suzy Morgenstern et Anne Goscinny.